Bonjour à tous, dans cet épisode, je m'entretiens avec Loïc Vergniaud. Loïc est athlète de handbike. Nous avons enregistré cet épisode dans un centre commercial. C'est pourquoi, à plusieurs reprises, vous entendrez derrière nous du bruit et notamment un transpalette d'un livreur d'Yves Rocher. Très bonne écoute, à bientôt. Loïc, merci d'avoir accepté mon invitation. Loïc, tu as 44 ans, tu es natif de Roanne. Tu as commencé le handbike en 2010. Tu es triple médaillé d'argent aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020. Tu comptes également à ton palmarès plusieurs médailles d'argent et d'or en championnat du monde et d'Europe. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à cette présentation ? Pas grand-chose, je suis marié avec 2 enfants. Voilà. Et puis j'ai quelques titres de champion de France et pas mal de médailles en Coupe du Monde et de victoires aussi, en relais surtout. Et je me prépare pour Paris. Pour Paris 2024. Ouais. Yes. Peux-tu expliquer pour les personnes qui écoutent le podcast et qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le handbike ? Alors, le handbike, c'est du vélo avec la force des bras. Donc on est sur un vélo, moi en position à genoux, sinon il y a position couchée aussi. Et on est un vélo 3 roues avec tout ce qui est pignon et tout, c'est tout sur la roue avant. Et le frein, les vitesses et tout, la direction, c'est tout sur la roue avant. Ok. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans la pratique du handbike ? Et à contrario, qu'est-ce qui peut être une contrainte ou déplaire dans la pratique du handbike ? Alors, ce qui me plaît, c'est déjà que moi, suivant mon handicap, comme je suis amputé en dessous du genou et j'ai un problème aussi sur la jambe gauche, ça me permet de faire du sport sans avoir de problème. Je peux avoir les pleines possibilités de mon corps sur mon vélo. Et après, ça reste du vélo. Donc ce que j'aime, c'est me promener dans les montagnes autour de chez moi, faire des courses, des compètes, faire des sorties en famille ou entre copains. Donc tout le plaisir du vélo aussi, quoi. Après, ce qui est plus embêtant, c'est le prix du matériel, la dispo du matériel. C'est parce que là, pour moi, c'est que du sur-mesure. C'est pas quelque chose qu'on trouve dans les magasins. Il faut commander, il faut de l'attente, ça coûte très cher. Donc c'est le petit bémol de l'affaire. D'accord. Alors, rapidement également pour les auditeurs qui écoutent, on l'a un peu évoqué pendant ta présentation, mais tu peux nous rappeler ton palmarès ? J'ai 3 médailles d'argent à Tokyo. J'ai donc un titre de champion du monde en relais et un titre de champion d'Europe. Je suis 4 fois vice-champion du monde, 12 fois champion de France. Alors, j'ai 3 victoires en Coupe du Monde. En tout, en Coupe du Monde, j'ai une vingtaine de médailles. Et puis je suis en passe de poursuivre ma sélection pour les Jeux de Paris 2024. Donc là, ça avance bien parce que cet été, j'ai encore récolté 2 médailles de bronze au championnat du monde et une de bronze et une d'argent au championnat d'Europe, ce qui me passe en bonne position pour être sélectionné pour l'année prochaine. D'accord. Pour Paris 2024, ça te place en bonne position. Comment ça marche la sélection ? C'est quelqu'un qui l'effectue la sélection ? C'est des points ? Alors, les 3 années qui précèdent les Jeux, l'équipe de France gagne des points sur les Coupes du Monde avec tous ces athlètes. Et plus on se rapproche de l'échéance, plus les points comptent, plus les points sont importants sur les Coupes du Monde et les championnats du monde. Et à la fin, tous ces points vont donner un nombre de places à l'équipe de France. Et par rapport à ces places, ils vont faire une sélection. Donc on a des critères de sélection, des ordres de priorité. Si on est champion du monde, si on est multimédaillé au championnat du monde. Donc ils vont déjà prendre les athlètes qui répondent à ces critères dans l'ordre. Et s'il reste des places, ils vont faire une sélection parmi les meilleurs, aussi les meilleurs profils pour réussir à Paris. D'accord, donc c'est un comité qui se réunit pour décider après. Voilà, c'est un comité qui, avec l'ANS, la fédération, le staff de l'équipe de France, ils décident des coureurs qui vont partir. Et les athlètes, vous serez fixés quand ? On sera fixé autour de mi-juin 2024. Ah oui, c'est tard quand même. Ouais, c'est 2 mois avant le départ. Ah ouais, ok, d'accord. Ok. J'ai vu que tu concourais en catégorie H5. Ouais. Du coup, ça correspond à quoi la catégorie H5 Donc H, c'est pour handbike. Et 5, c'est la catégorie à genoux. Donc, c'est la dernière catégorie, on est 5 catégories, donc ça va du H1 au H5. Donc le H1, c'est pour les tétras touchés assez haut, tétraplégiques. Et puis on monte moins, l'handicap est important. Okay. Voilà.
D'accord. Et toutes les autres catégories de H1 à H4 sont en position couchée. D'accord. Donc c'est la première catégorie en position à genoux. Ouais, c'est la seule. La seule, ok. Là, on brosse un peu ton portrait d'aujourd'hui, mais quand tu étais plus jeune, tu étais déjà sportif ou tu arrivais au sport tardivement? Non, j'ai toujours été sportif. J'ai fait du foot longtemps jusqu'à mon accident. Même après mon accident, j'avais repris un peu du foot béquille et du foot avec un loisir. Mais j'ai toujours aimé tous les sports. Je pratiquais avec les copains du tennis, du basket, du vélo déjà dans un lotissement. Donc j'ai toujours eu le sport. Le sport a toujours été très présent dans ma vie. D'accord. Ton accident, tu l'as eu à quel âge, rappelle-nous? Je l'ai eu à 26 ans. 26 ans, ouais. D'accord. Du coup, comment tu organises tes journées? J'imagine que tes semaines sont très chargées. Combien de temps tu passes à peu près d'heures à l'entraînement? Comment tu organises ta récupération? Alors j'ai à peu près en temps normal 6 jours d'entraînement par semaine. C'est pas fixe, ça dépend un peu de la période de l'année. Mais voilà, j'ai du travail bi-quotidien entre préparation physique et vélo. Et soit du vélo tout seul la journée. Donc ça va des sorties d'1h30 à des sorties de 4h30, voire 5h quand le temps s'y prête et que mon entraîneur est d'accord. Après, en termes de volume, je suis à peu près une vingtaine d'heures en comptant l'entraînement vélo, puis le réveil musculaire, les autres préparations physiques, mentales aussi. Ouais, c'est un tout dans la journée, et puis l'entretien du vélo aussi, parce que ça demande beaucoup d'entretien. Puis on fait de kilomètres, puis il y a de l'entretien. Donc je le fais moi-même parce que c'est mon métier aussi, donc j'en profite. Et voilà, ça va ma saison commence mi-novembre jusqu'à fin octobre. D'accord. Là, je m'entraîne. J'ai une coupure de 2-3 semaines, souvent pour les vacances d'octobre. D'accord, ok. Et du coup, être sportif, c'est ton activité principale, mais tu disais que tu as une activité... J'avais une activité avant de technicien cycle, que j'ai arrêté grâce à un mécénat de la caisse d'épargne. Ça m'a permis d'arrêter de travailler et de pouvoir justement privilégier. Je n'ai pas augmenté mon volume d'entraînement, mais j'ai surtout privilégié tout ce qui est récup. Donc les siestes, que je faisais jamais avant, mais parce que j'avais pas le temps. Donc ça aide beaucoup. Et puis les séances de kiné ou d'autres tirements, enfin voilà, tout ce qui peut amener un plus à mon prépa physique. Merci à ton sponsor du coup d'avoir ce mécénat et qui permettent donc de pouvoir t'entraîner. Mais est-ce que, pardon, à côté de ça, tu penses qu'en France on en fait assez pour les sportifs en général? C'est la bonne question. Après, moi maintenant j'arrive à vivre de mon sport, parce que j'ai la caisse d'épargne, j'ai la douane aussi qui m'a embauché dans leur l'équipe de France Douane. J'ai d'autres partenaires autour, donc j'en vis bien depuis 2 ans, voilà. Mais c'est vrai que le problème, je pense, en France, c'est qu'il faut réussir pour avoir le droit à quelque chose. Moi, avant mes médailles, la caisse d'épargne qui m'a fait confiance, mais jusqu'à mes médailles, j'ai pas eu le droit à grand-chose, quoi. Donc, dès qu'on réussit, on a des portes qui s'ouvrent, des aides au niveau département, région et tout. Mais avant, je pense que c'est très difficile parce que jusqu'en 2019, où la caisse m'a accompagné, je travaillais, tout ce que je gagnais au travail passait dans mon activité sportive avec l'aide de mon club dans du sport rouennais aussi qui m'a beaucoup aidé au début. Donc maintenant que je soulage un peu mon club, mais voilà, c'est très difficile d'arriver au haut niveau en France, je pense. Ouais. Donc tu le disais, le handbike, comme toutes les pratiques du cyclisme, sont très coûteuses du fait des pièces, du fait des matériaux, etc. Et tu essayes tu entretiens ton vélo et le répares toi-même. Ouais, ce qui fait une économie. Ce qui réalise évidemment une économie. Mais est-ce que tu as des marques pour t'aider aussi sur les produits que tu as, type les roues, je sais pas, les dérailleurs? Oui, après j'ai un partenaire qui est Rouen Bike à Rouen, qui est un vélociste,
Donc ils m'aident sur l'achat des pièces, surtout de tous les consommables, les pneus, les chambres à air, voilà. Et puis si j'ai des soucis sur les dérailleurs et tout, donc il me fait des prix, il m'aide énormément là-dessus. Après au niveau marque spéciale handbike, j'ai un peu d'aide quand je change de vélo, parce que étant donné que je suis bien placé dans la hiérarchie mondiale, et ben, on me fait un tarif préférentiel sur les vélos pour montrer la marque. Voilà, mais après, j'ai pas vraiment Ce qui est normal. Voilà, de partenaires autres. J'en cherche. J'envoie un petit message, Ouais, surtout en nutrition et tout. La nutrition, ça coûte très cher, et puis la bonne nutrition, quoi, parce que voilà, les produits doivent être certifiés. Je peux pas prendre n'importe quoi, donc. Tout à fait. Voilà, il faut qu'il soit aussi de bonne qualité pour m'apporter ce que je veux. Tout à fait. Il faut qu'ils répondent à des critères. Il y a aussi ils doivent passer des labels aussi pour pas que les produits soient dopants, etc. Donc Voilà, c'est sûr que c'est une nutrition coûteuse, la nutrition du sport. Un gros budget à l'année. Ouais. Aujourd'hui, on connaît l'importance également de la data dans le sport. Comment tu te sens, toi, par rapport à ça aujourd'hui? Tu as des compteurs, tu as des capteurs, tu travailles qu'à la sensation? Non, je travaille qu'à la capteur de puissance avec un petit. Je regarde un peu l'AFC, enfin je regarde. Mon entraîneur, parce que j'ai commencé à m'entraîner, quand j'ai commencé du vélo, je faisais mes entraînements, je regardais mes chiffres et tout. Et depuis que j'ai eu un entraîneur, là, Vincent Terrier, qui est aussi entraîneur chez Cofidis, c'est lui qui gère toutes mes datas. Donc je lui envoie tout sur une plateforme et lui il me fait les retours. Donc c'est puissance, cadence, FC, voilà. Donc je note un peu mes sensations du jour. Si je me sentais bien, pas bien, voilà, c'est passer le chariot. Voilà, je lui note si j'ai senti l'exercice dur, voilà, sur une échelle de 1 à 10. Voilà, les sensations un peu que j'ai dans la journée. Après, j'ai un suivi aussi HRV avec le crêpe de Vichy pour analyser un peu mon rythme cardiaque, pour voir si on n'est pas. Enfin, ça surveille un peu le surentraînement ou pas, si on est dans les clous, si on n'a pas une infection sous-jacente. Enfin, voilà. Ça permet de surveiller un peu et de prévenir l'éventuelle fatigue trop importante. D'accord. Et en course, tu les regardes ces données en direct ou même à l'entraînement, tu les regardes quand tu roules les données? Ouais, l'entraînement, c'est surtout l'entraînement parce que j'ai des zones à respecter en endurance. Il y a le monsieur qui repasse avec son transpalette. C'est le direct. Ça. Et donc ouais, l'entraînement, ouais, je reste dans mes zones. Donc mes entraînements sont bien calibrés, donc j'ai des fois des 30 secondes, voire 10-15 minutes à de certaines puissances. Donc là je respecte, et même quand je suis en endurance pure ou en récupération, j'essaie de rester dans mes zones. Et après en course en peloton, non, c'est vraiment la sensation. Sauf si s'il faut gérer une échappée ou quelque chose comme ça, on regarde un peu plus les datas. Et après, en contre-la-montre, ouais, là j'essaie de rester aussi dans la zone qui était définie au départ, en regardant un peu mes sensations aussi, quoi. Si je peux aller un peu plus haut, je ne vais pas m'en priver, quoi. Mais on essaie de rester le plus longtemps possible dans la zone préconisée, et voilà, on sort de la zone à la fin, quoi. Tu préfères les courses en ligne ou les contre-la-montre? Ouais, j'aime bien les deux, mais avant j'étais plus contre la montre, maintenant j'aime bien les deux parce que voilà, c'est deux styles différents. Vraiment un on doit gérer, on doit se mettre carpette à la fin. Et la course sur ligne, c'est plus stratégique, c'est le combat direct avec ses adversaires, donc c'est deux choses différentes, mais j'aime bien les deux. Yes. C'est quoi la plus grande difficulté que tu aies pu rencontrer dans ta discipline pour l'instant? Pour l'instant, c'est de retrouver la victoire en individuel, parce que j'ai un jeune et sacré concurrent en face de moi qui, depuis 2 ans, gagne tout. Donc voilà, j'essaie de trouver les moyens de le battre, de trouver les petits trucs sur le vélo, ou les trucs à l'entraînement pour le contre-la-montre, pour gagner quelques watts à droite et à gauche, et trouver les stratégies pour le battre en course en ligne. Pour l'instant, c'est difficile. Après, j'ai fait quelques
envie de s'est passé. Beaucoup de travail aujourd'hui. Ouais. C'est pour Yves Rocher. Voilà. Après, j'ai monté quelques cols et tout, mais c'est rien d'insurmontable. J'ai fait le Ventoux, la Côte d'Huez, le Galibier, des cols mythiques parce qu'on fait du vélo, on adore ça. Puis j'ai fait l'Ardéchoise aussi, des bons petits trips qui fatiguent bien, qui sont durs, mais on est toujours content le lendemain de l'avoir fait. Petite question moins sport, mais on parlait de tes partenaires tout à l'heure qui t'accompagnent et qui t'aident. Avoir des partenaires, ça signifie aussi de devoir avoir une présence sur les réseaux sociaux. Comment tu te sens par rapport à ça, les réseaux sociaux? Est-ce que quelqu'un t'aide à animer tes pages réseaux sociaux, ou est-ce que tu es tout seul là-dessus? Alors j'ai eu quelqu'un pour m'aider. Maintenant ma femme m'aide, mais je ne suis pas très présent sur les réseaux sociaux. Mes partenaires après ne sont pas non plus très demandeurs parce que la caisse d'épargne c'est plus du mécénat interne quoi, donc je partage avec eux en direct mes sensations, je fais une petite newsletter justement pour mes partenaires, ils aiment me partager eux en interne, mais je suis pas top sur les réseaux sociaux, je suis pas de la génération réseaux sociaux déjà, je suis un peu plus âgé. Et j'aime contrôler, donc déléguer ça à quelqu'un, j'ai essayé mais non, ça l'a pas fait. Tu veux garder l'œil dessus aussi? L'œil dessus, non, je voudrais que ça me soulage du temps, mais en fait ça me soulageait pas de temps et voilà, je me reconnaissais pas trop non plus je voudrais que ça me corresponde mieux. Qu'en fait, je me suis aperçu que ce qui me correspondait mieux, c'est quand c'est toi? C'est quand c'est moi et quand j'en fais pas beaucoup parce que j'aime pas non plus. Je suis quelqu'un d'assez introverti, donc je montre pas tout de ma vie. Quoi. D'accord, intéressant. Donc du coup, avant cet entretien, on parlait de kiné aussi. Du coup, quelles sont les personnes qui t'accompagnent aujourd'hui dans ta performance? Donc on a parlé de ton coach, on a parlé de ta femme qui peut t'accompagner par exemple sur les réseaux, on a parlé de tes partenaires, et qui encore t'accompagne aujourd'hui autour de cette personne? On disait mon coach Vincent Terrier, après j'ai un préparateur physique qui a une salle de CrossFit sur Pouilly-Nonain, CrossFit One, donc Thibaut Thomas, qui m'accompagne une bonne partie de l'année sur tout ce qui est préparation physique, et surtout à la période hivernale avant le début des courses, et là je reprends aussi. Après j'ai une diététicienne aussi, Elsa Hugo, qui est en relation avec mon entraîneur pour faire des programmes de nutrition suivant les courses, suivant les entraînements, suivant les carences que je peux avoir dans l'année, donc avec des compléments alimentaires. J'ai aussi une préparatrice mentale, Delphine, qui est là pour préparer pour les courses aussi, trouver que la tête soit aussi prête que le corps pour réussir. Donc c'est aussi un travail régulier pour y arriver. Donc ma femme qui s'occupe de mes réseaux sociaux, mais de ma nutrition aussi, parce que je cuisine très 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 peu, voire pas du tout. Donc c'est elle qui gère ça et puis qui m'accompagne aussi sur des courses, parce qu'on a un camping-car, donc elle vient avec moi et elle gère un peu le à côté. Qui c'est que j'oublie? Mes kinés, bien sûr, j'ai David Incari, qui est mon kiné principal, qui soigne les bobos avec plusieurs pratiques. Et après, j'ai aussi dans un autre institut de kiné détenu par ma voisine, Céline Fradin. Et donc là, ça change un peu, mais pour l'instant, j'ai une autre kiné qui s'appelle Océane, que je vais bientôt revoir parce qu'elle était en arrêt, maternité. Congé maternité. Voilà, le congé mat. Donc, je vais sûrement bientôt la revoir pour continuer un peu les soins. C'est des soins un peu plus... c'est plus un massage là pour la récupération. D'accord, ok. Du coup, tu parlais de la diététicienne et que ta compagne t'aidait par exemple à faire les plats, etc. Comment tu te sens par rapport à ça? C'est vraiment une contrainte du coup la diététique quand on est sportif de haut niveau? Ouais, c'est une contrainte et surtout quand on est comme moi gourmand, c'est une contrainte plus difficile. Et puis en fait la nutrition c'est plus une éducation aussi. Et moi ayant commencé tard le sport de haut niveau, j'avais pas une bonne alimentation au départ, donc j'ai changé énormément de choses dans mon alimentation. On va faire une petite pause de 5 secondes.
Et voilà, donc c'est tous les jours qu'il faut penser à avoir un bon aliment. Genre, on garde des plaisirs bien sûr, puis il y a des moments de l'année où on peut se lâcher. Là j'ai fini mes coupes, les championnats du monde et les championnats d'Europe au mois d'août. Quand je suis revenu, je me suis un peu plus lâché que d'habitude parce que avant on essaie d'être au poids de forme, avoir le bon carburant et tout. Donc ça demande des sacrifices, donc après on se rattrape avec des petits plaisirs de tous les jours, quoi. Voilà, c'est ça, c'est mettre le bon carburant dans la machine finalement. Voilà, au bon moment, mais c'est une contrainte et psychologiquement tenir toute l'année, je pense que c'est difficile. Et donc voilà, on a des moments de répit quand même. Yes. Tu es déjà parti du coup à l'autre bout du monde pour ton sport, au Japon pour les Jeux paralympiques 21, oui, voilà, c'est ça. Tokyo 2020 et fait en 21. Voilà, dû à la crise sanitaire. Quand tu pars à l'étranger, est-ce que tu prends le temps de faire du tourisme? Est-ce que tu as le temps de faire du tourisme ou c'est uniquement compétition? Généralement c'est compète. Parce que là cette année on est parti aux États-Unis. On part le dimanche. On arrive souvent c'est 24 heures pour arriver sur le site de course. Donc voilà, on est prêt le lundi, on roule un petit peu. La compète elle commence direct le mercredi, donc temps de tout régler, repérer les circuits et tout. Après on est dans la compète. Et puis la dernière compète se fait le dimanche matin et le dimanche après-midi on est dans les véhicules pour retourner à l'aéroport. Donc tout dépend un peu où est située la course, mais généralement le tourisme très très peu, quoi. C'est on voit beaucoup de choses, mais on n'approfondit rien, quoi. Parce que déjà on n'a pas de véhicule à notre dispo sur place, donc c'est plus difficile. Et c'est délicat. J'ai juste pris une fois le temps de rester l'année dernière au Canada après les championnats du monde avec ma famille pour justement visiter un petit peu et profiter un peu de l'endroit. C'était la troisième fois que j'y allais, j'avais jamais pu visiter les alentours, donc là on a pris le temps de visiter. Cool. J'ai vu en préparant l'épisode que tu étais chevalier national du mérite. Qu'est-ce que ça signifie cette distinction? Qu'est-ce que ça signifie déjà pour toi et qu'est-ce que ça signifie globalement? Déjà, c'était un grand honneur d'être reçu à l'Élysée et d'avoir eu cette distinction, quoi. Donc, on est sportif, mais chaque fois qu'on part à l'étranger, c'est pour représenter notre pays et du mieux qu'on peut. Donc là, on a eu, j'ai eu cette distinction parce que j'ai ramené 3 médailles d'argent. Donc tous les médaillés ont eu une distinction suivant la couleur et le nombre de médailles. Et donc ça fait plaisir d'être reconnu par son pays et au même titre que justement en étant athlète paralympique, au même titre que les athlètes valides. Ce qui est normal. Ce qui est normal, mais pas depuis longtemps, on dirait, parce que ça fait pas si longtemps qu'on est sur le même pied d'égalité. C'est très juste. As-tu d'autres passions dans le sport? Oui, as-tu d'autres passions en général, je veux dire? Tu nous as parlé du foot, c'est pour ça que j'ai dit le sport, mais est-ce que tu as d'autres passions en fait que le sport? Ouais, j'ai d'autres passions, j'adore bricoler. Ouais, ok. Donc la plupart du temps je suis sur mon vélo, mais dès que les entraînements baissent un peu, que j'ai un peu de temps libre de ma maison, parce qu'avec ma femme on a acheté une maison en 2003, juste avant mon accident, et une maison à rénover. Donc ça a été mon premier chantier après mon accident, c'était de recommencer la rénovation, parce que du coup elle a été arrêtée un peu en plein milieu. Et depuis, on a toujours des idées à faire chez nous, donc bricoler chez moi, ou d'autres choses, mais surtout ça. Puis après, il y a mes enfants aussi, que j'aime bien rester du temps avec eux quand je peux, quoi. Parce que ça demande beaucoup de... Là, par exemple, cette année, je suis parti entre 90 et 100 jours de chez moi. Donc, je suis pas toujours... ma femme m'accompagne souvent, mais mes enfants beaucoup. Ouais, c'est vrai qu'on l'oublie ça souvent. On voit que le côté positif des sportifs, mais bon, être sportif, c'est être comme un homme d'affaires, être jamais chez soi, représenter, comme tu disais, son pays, donc être, presque irréprochable finalement. Donc oui, bien sûr, c'est une des contraintes. Quel est ton plus beau souvenir aujourd'hui en tant qu'athlète? C'est les médailles à Tokyo? Oui, en tant qu'athlète, oui, c'est surtout la médaille d'argent qu'on récolte en équipe. Parce que déjà c'était en équipe, donc on partageait un bon moment et puis on a été la chercher de loin parce qu'on était mal parti. On était ultra favoris au départ et au deuxième relais, on n'était plus sur le podium, donc on était même dernier, je crois. Donc on a dû quand même batailler et
puis voilà, ça fait plaisir de ramener une médaille d'argent et surtout qu'on était 3 dans le relais en bike et qu'on était 2 à avoir déjà eu des médailles. Mais notre troisième copain, il était bredouille. Donc voilà, ça fait plaisir d'aller chercher une médaille pour lui. D'accord, donc 3 en relais. C'est vrai qu'on l'avait pas signifié, c'est des relais de 3. Ouais, des relais de 3, ouais. Donc c'est des relais qui sont par catégorie. Chaque catégorie amène un nombre de points et le total ne doit pas dépasser un certain nombre. Je ne me rappelle plus vraiment du quota. 5, ça doit être 9, je crois, points. Donc moi, j'ai le maximum de points et après, ça descend jusqu'à un point. Donc voilà, donc on part en relais sur généralement 3 tours chacun d'un petit circuit. Généralement, c'est un effort qui est entre 3 et 5 minutes par tour. Donc voilà, on donne le relais à notre suivant qui prend la suite et on fait 9 tours à 3. D'accord. Et le premier arrivé, là, toutes les équipes partent en même temps et le premier arrivé a gagné. D'accord. Une question que je pose souvent pendant mes entretiens. As-tu un rêve, j'allais te dire l'or au JO de Paris, mais finalement c'est pas un rêve parce que c'est atteignable. Un rêve. Oui, on peut dire que c'est atteignable, mais c'est dur. Bien sûr. Donc oui, c'est un rêve de monter sur la première marche du podium, quoi. Après, je veux dire que je suis gâté parce que mes rêves, j'ai déjà réalisés dans ma vie personnelle avec ma famille et mon rêve quand j'ai commencé le handbike, même après avoir commencé le handbike, c'était juste de participer aux Jeux. Donc quand j'ai été à Tokyo, déjà j'avais réalisé mon gros rêve sportif, c'était de participer aux Jeux. Donc après, depuis les Jeux, c'est que du bonus, quoi. Est-ce que du coup justement tu es plus libéré par rapport à ça? Ouais, parce que non, j'ai pas de pression plus que ça, quoi. J'ai envie de m'amuser sur le vélo. Même avant, on va dire, je m'amusais, mais j'avais cette petite pression de réaliser quand même mon rêve. Là, maintenant, c'est vraiment que du bonus. Et aller chercher l'or, ce serait... je peux même pas dire que c'est vraiment ma rêve, ce serait un grand plaisir, quoi. Mais voilà, c'est... Tu le visualises ça, l'or, dans un an? Ou pas du tout encore d'ailleurs? Non, j'essaie de prendre comme ça, voilà, comme les courses arrivent. Parce que se mettre la pression, il y a déjà, on me l'a mis assez autour parce que Paris, voilà, c'est chez nous. Depuis que je suis revenu de Tokyo, on me parle de Paris. Mais tout le monde dit tu seras bon pour Paris, tu seras bon pour Paris. Mais après, nous en tant qu'athlètes, on sait le boulot qu'il y a à faire et l'adversité qu'on a à faire face pour y arriver à Paris. Et les contraintes que ça engendre. Les contraintes, tous les jours, c'est un travail à plein temps et ça tient à si peu de choses de participer à une compétition. Il y a des risques de blessures, il y a plein de risques de maladies, même juste avant. On a vu avec le Covid, il y en a certains qui n'ont pas pu y aller parce qu'ils ont chopé une maladie juste avant et c'est fini, quoi. Donc on peut tellement passer à côté que pour un petit détail qu'on va pas se mettre la pression maintenant. Je travaille pour réussir toutes mes courses et ça va m'amener à Paris. Mais je ne me dis pas qu'il faut que je réussisse cette course pour aller à Paris parce que c'est le meilleur moyen, je pense, de me planter. Je suis d'accord avec toi, moi ça me semble évident aussi. Mais d'accord, du coup ta préparatrice mentale t'aide là-dessus aussi? Oui, alors c'est la relation avec elle est toute nouvelle. Ça fait 4 mois, j'en avais un avant, mais voilà, nos vies personnelles ont fait qu'on n'avait plus le temps de travailler ensemble. Mais ouais, on aide à c'était pas de se mettre une mauvaise pression, garder une certaine pression, mais la bonne, quoi. Juste de transformer cette pression en excitation. Ouais, en excitation, et puis qu'elle nous fasse réussir, qu'elle ne nous empêche pas, qu'elle ne soit pas dépense. Exactement, une bonne énergie. Voilà, faut pas qu'on laisse toute notre énergie dans la préparation et c'est trouver le juste équilibre, c'est de monter en pression, quoi, pour tout lâcher le jour J et de pouvoir aussi faire face aux adversités de la course parce qu'une course c'est pas écrit sur le papier, il peut toujours arriver un petit détail. Voilà. On est dans un sport mécanique. Ouais, t'es jamais à l'abri de... Sport mécanique, on n'est pas tout seul et voilà. Et la météo est jamais comme on veut. Une crevaison, un truc, des fois tu sais, on le sait que voilà. On ne sait pas si ça va pleuvoir, pas pleuvoir, s'il n'y en a pas un qui va nous rentrer dedans au premier tour. Exactement. On ne peut pas nous gérer. Bon, super Loïc, je sais que tu as un emploi du temps chargé, je vais pas t'embêter plus longtemps. En tout cas, merci, je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite.
Et si tu as un message ou quelque chose qu'on n'a pas évoqué, n'hésite pas. Non, merci à toi. Juste, je veux dire, croire en ses rêves, parce que c'était mon début de sportif, c'était ça, c'est un rêve, et maintenant c'est du plaisir, et mon travail, ma vie de tous les jours, voilà, c'est d'aller au fond des choses, quoi, je pense. Pas se dire pas écouter les gens qui disent que ce ne sera pas possible, mais faire en sorte que ça soit possible. Super, super, vrai message positif.